Donc bonjour à tous pour le deuxième épisode du podcast Pour le futur. Donc aujourd'hui on va présenter une première lutte. On va parler aujourd'hui du validisme. Donc j'ai avec moi Odile Morin et Sacha de XR Toulouse. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors donc Odile Morin, je suis la présidente d'une association qui s'appelle Antisocial, qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années et association qui a bifurqué dans la lutte contre le validisme à partir de 2016 avec des actions contentieuses, avec des actions médiatiques, avec des actions de plaidoyer, de désobéissance civile pour la défense des droits des personnes handicapées sur le plan collectif. Voilà, je suis aussi accessoirement élue municipale et métropolitaine dans l'opposition à Toulouse. Voilà. Et toi Sacha ? Et moi du coup je suis à Extinction Rébellion depuis 1 an et demi, Extinction Rébellion de Toulouse. Et je ne fais pas partie de collectif contre le validisme, mais par contre au sein d'Extinction Rébellion de Toulouse, j'ai beaucoup avec mes camarades porté la question du validisme étant moi-même handicapée. Et on a un collectif de désobéissance civile et du coup on a porté la question de comment inclure les personnes handi dans les actions et au sein du collectif, au sein de nos événements, manifs, etc. Ok, donc moi, petit disclaimer quand même, je suis assez peu renseignée sur le sujet. Donc si à un moment j'ai un vocabulaire problématique ou une réflexion toxique, il ne faut pas hésiter à me le dire. Justement, on est là pour débunker tout ça aujourd'hui. Donc on peut commencer par la première partie où on va essayer de clarifier un peu tout, définir, donner des définitions. Est-ce que, première étape, est-ce qu'on pourrait définir ensemble le handicap et le validisme ? Alors le handicap, c'est une situation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre déficience, incapacité et la résultante qui est le handicap. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir des déficiences, des incapacités et pour autant ne pas se retrouver handicapé à partir du moment où on évolue dans un environnement accessible et adapté. Voilà, le handicap, c'est bien ce qui est donné dans la définition de l'OMS du handicap, c'est bien l'interaction par rapport à l'environnement qui est l'élément le plus important. Et du coup, Sacha, le validisme, est-ce que tu saurais le définir en lien avec ça ? Du coup, le validisme, c'est, on va dire, un système de croyance qui est organisé dans la société. La croyance que, en fait, les personnes valides, donc qui ne sont pas porteuses de handicap, ont intrinsèquement une valeur supérieure aux personnes en situation de handicap. Et de ça, en découle quantité de discrimination, volontaire ou non, mais systémique et aussi individuelle, du coup envers les personnes handicapées, et on peut dire qu'il y a autant de handicap qu'il y a de validisme. À chaque handicap et combinaison de handicap, on va retrouver des manifestations du validisme différentes. Et en plus de ça, si la personne est handicapée et fait partie d'une communauté minorisée, donc par exemple une personne de couleur et une personne queer, elle va en plus subir des discriminations liées à son handicap et à son appartenance à cette communauté. De ce que j'avais compris, c'est ça l'intersectionnalité, c'est-à-dire que c'est en plus d'avoir la somme des deux discriminations, c'est pire parce qu'il y a les deux ensemble, c'est ça ? Oui, en fait, le validisme, comme le sexisme, comme le racisme, est un système de croyance, comme l'a très bien dit Sacha, mais c'est aussi un système d'oppression, c'est un système d'exclusion qui est caractérisé par des préjugés, des discriminations, des violences, des situations de domination. Et ça peut être aussi bien diffus qu'intentionnel, ça peut être institutionnel, et c'est à l'encontre des personnes handicapées. Parce qu'en fait, on est dans un monde qui est structuré par une norme, la norme valide, qui est la norme dominante, et qui effectivement hiérarchise les vies en fonction de cette correspondance à la norme. Et il faut savoir qu'il y a une cause à ça, c'est-à-dire que c'est la question du productivisme qui a besoin de corps normés, productifs, rentables à court terme, et que ça c'est le fruit du capitalisme. Et que donc cette critique du validisme est aussi une critique politique, au sens premier du terme, qui s'attaque effectivement à un système de pensée qui hiérarchise les vies en fonction de leur utilité pour le capital. Un petit bémol sur un truc, tu as utilisé le terme de porteur de handicap. C'est un terme qu'on n'utilise pas, d'abord parce que on peut être porteur d'une maladie mais pas d'un handicap. Oui, mais c'est vrai que moi aussi, je l'ai utilisé avant. Simplement, c'est des choses aussi qu'on a analysées et que, voilà,
en situation de handicap, on est une personne handicapée, parce que ça aussi, un peu le côté novlangue. Oui, oui, soi-disant, on respecte plus les personnes handicapées en parlant de personnes en situation de handicap, alors que les actes comptent, c'est pas seulement la manière de nommer les choses. Et, dire qu'on est une personne handicapée ne veut pas dire que c'est notre déficience qui nous handicape, mais on est bien handicapé par l'environnement et le contexte dans lequel on évolue. Et du coup, avant de pouvoir entrer dans la réelle discrimination, est-ce qu'on pourrait essayer de rendre compte de la diversité des handicaps? Parce que j'ai l'impression que dans l'esprit de la grande majorité des personnes, ça va se réduire à personnes à mobilité réduite, c'est tout. D'abord, les personnes handicapées font partie des personnes à mobilité réduite. Simplement, le terme mobilité réduite, qui est défini au niveau européen, englobe pas seulement les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, ça englobe les personnes âgées qui ont des difficultés de mobilité, mais aussi les femmes enceintes, mais aussi les familles avec des jeunes enfants avec des poussettes, et ça va même jusqu'à la personne qui est chargée de bagages. Donc c'est une notion beaucoup plus large que les personnes handicapées. Les personnes handicapées, selon l'OMS, c'est 16% d'une population. Personnes à mobilité réduite, on arrive plutôt à 45%. Et après, les différents types de handicap, parce que c'est vrai qu'encore une fois, on utilise le terme de handicap, là on devrait parler plutôt de différents types de déficiences, mais bon, c'est pas encore passé dans le vocabulaire. Il y a différentes grandes familles de déficiences. Alors il y a des déficiences motrices, des déficiences sensorielles, auditives, visuelles, des déficiences psychiques, des handicaps mentaux. Quand on utilise le terme de handicap mentaux, c'est en référence à des personnes qui ne seraient pas dans la norme du QI, ce qui peut aussi se discuter, parce que c'est toujours comment on pose les questions détermine le type de réponse qu'on a. Et puis il y a les maladies invalidantes qui aussi font partie de ce qu'on appelle les situations les handicaps. Mais sur la question de 80% de handicap invisible, j'ai moi aussi souvent dit ça, et je mettrai un bémol aujourd'hui. D'abord parce qu'il n'y a aucune étude qui confirme ce chiffre de 80%, qu'on a tous répété à l'envi, moi aussi, mais qui n'est pas étayé par des études. Et puis, quand on parle de handicap invisible, effectivement, certains handicaps peuvent être invisibles au premier regard, à la première instant. Mais aucun handicap n'est invisible. Sinon, les gens ne seraient pas discriminés. On ne serait pas discriminé avec le handicap invisible s'il était réellement invisible. C'est juste que les gens ne sont pas formés, habitués à comprendre pourquoi une personne va être différente, pourquoi elle va présenter des difficultés pour faire un certain nombre de choses, à certains moments, parfois, et puis pas à d'autres moments, ça aussi. C'est-à-dire que les handicaps, alors même si on prend une même déficience, les situations de handicap qui en découlent ne sont pas les mêmes. On peut prendre un exemple tout bête, si on prend une personne à qui il manque un doigt, ça va être gênant et ça va être handicapant pour être pianiste. Par contre, pour être chanteur, ça n'aura pas la même incidence. Donc, déjà que même si on prend une même déficience, les effets sur la personne peuvent être différents d'un individu à l'autre. Si en plus on est dans des contextes différents, on voit que finalement les situations sont très différentes d'une personne à l'autre, tout simplement. Voilà. Et en plus, il n'est pas rare qu'on cumule, entre guillemets, différentes situations de handicap. Moi, par exemple, j'ai une maladie génétique rare qui m'oblige à me déplacer en fauteuil roulant électrique et avoir besoin d'aide au quotidien pour me permettre de me ménager, de ne pas me faire mal, mais je suis aussi une personne autiste. Voilà, donc il y a des choses qui sont visibles au premier coup d'œil, d'autres qui le sont un peu plus quand on me connaît davantage. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a les mêmes handicaps, toi et moi. On en avait déjà parlé. Ouais, ça, on en avait déjà parlé. Mais avec des présentations assez différentes. Par exemple, Odile est en fauteuil, moi pas du tout. Mais au final, on a quand même des difficultés qui se regroupent et on en a qui sont complètement différentes. Oui, parce que l'autisme, pareil, c'est un spectre et que certains vont avoir plus de sensibilité sensorielle que d'autres, sur certains types de sensations, d'autres sur d'autres. Et puis le CED, il y a des formes de CED qui donnent des incapacités importantes et puis ça évolue au fil du temps. C'est-à-dire que moi, à ton âge, j'étais moi aussi sans fauteuil roulant. Bon,
voilà, les choses évoluent avec le temps, et même sans parler d'évolution avec le temps, ça peut être très différent d'un individu à l'autre, parce que le CED est plus ou moins sévère, parce qu'il y a eu des accidents de sport, par exemple, chez moi, qui ont majoré les conséquences. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent varier d'un individu à l'autre. Donc ça dépend de l'individu, ça dépend aussi du contexte ou de ce qu'on attend de. Ça dépend à la fois de personnes. l'individu, de la pathologie qui l'affecte ou la déficience qui l'affecte, et de l'environnement dans lequel elle est. Voilà, et après, des différences psychologiques, physiques, sensorielles et autres. Et du coup, de manière très concrète, ce serait quoi les grandes discriminations dont sont victimes les personnes handicapées? Ouais, je sais qu'il y en a une infinité, j'imagine, hein, mais pour essayer de se rendre compte en tant que personne privilégiée, des fois on a du mal à imaginer. Le truc qui est le plus visible, on va dire, je pense, ça va être le manque d'accessibilité des bâtiments pour les personnes qui sont notamment à mobilité réduite, où en fait, on est à Toulouse, et quand on se déplace à Toulouse, il y a plein de trottoirs qui ne sont pas praticables en fauteuil roulant, je pourrais mieux en parler que moi. Il y a plein de bâtiments qui n'ont pas de rampe, qui permettent de rentrer à l'intérieur, qui n'ont pas de toilettes accessibles. Il y en a où il y a une rampe, mais il n'y a pas de toilettes accessibles, donc en fait le bâtiment n'est pas accessible. Il y a plein d'endroits où les modalités sensorielles ne sont pas du tout modulables. Donc si une personne est très sensible à la lumière, on ne peut pas baisser la lumière. Si une personne est très sensible au son, on ne peut pas baisser le son. C'est des choses qui sont très visibles, juste l'accessibilité des bâtiments. Enfin, je vais prendre l'exemple de mon appart parce que je trouve ça très ironique. Mon appart est récent et il est censé être accessible PMR. Il a été construit pour pouvoir être accessible PMR, et on a un espèce de sas qui permet d'accéder aux toilettes, à la salle de bain et à la chambre, et en fait les portes s'entrechoquent. Ah, ça c'est un grand... J'ai ça chez moi aussi, c'est formidable. Et du coup, c'est absolument pas accessible en fait. Est-ce qu'il y a des lois qui demandent que, en France par exemple, que tous les logements soient accessibles ou pas? Depuis pas 1975. Ok, c'est pas du tout le cas du coup. Et ça n'a jamais été appliqué. Alors il y avait des limitations, c'est-à-dire que depuis 1975, c'était obligatoire dans les logements au rez-de-chaussée, puis ceux desservis par ascenseur. Sachant qu'à partir de 2005, il y a eu, à partir du 4e étage, l'obligation d'ascenseur. Mais la réglementation n'a jamais été appliquée, et elle n'est pas contrôlée. Enfin, si elle est contrôlée par des officines privées qui attestent de l'accessibilité sans avoir visité tous les logements et sans maîtriser le sujet. Ce qui fait que chaque fois que Handy Social a fait condamner des collectivités, ou par exemple Toulouse Métropole Habitat il y a quelques années, c'était parce qu'il y avait des non-conformités. Mais si on n'attaque pas, le problème c'est qu'il n'y a pas de sanction automatique. Et surtout, il y a une collusion d'intérêts entre le bailleur, le promoteur qui construit, et le contrôleur qui travaille régulièrement pour ces gens-là et qui ne veut pas se les mettre à dos. On va parler franchement. Non, on est dans un pays où, entre guillemets, on est très fort pour déclarer les choses, mais beaucoup moins fort pour les réaliser, et beaucoup moins fort pour les sanctionner et les faire réparer. Et du coup, au-delà de l'accessibilité des bâtiments, est-ce qu'il y a d'autres violences, peut-être plus psychologiques ou autres qui... Il y a tout ce qui est organisationnel. Ok. C'est, par exemple, pour des personnes autistes, c'est de l'environnement, ça peut être la question de la luminosité, du bruit, où il n'y a pas d'adaptation, mais ça passe aussi aujourd'hui, et c'est une des problématiques depuis le Covid, par le manque de lieux de sécurité pour les personnes, pas seulement handicapées d'ailleurs, parce que même si un certain nombre de personnes handicapées sont plus à risque que d'autres, il n'empêche que même les gens en parfaite santé sont à risque d'avoir un Covid long et de se retrouver en invalidité. Donc ça aussi, la défense sanitaire, c'est une des revendications qu'on a dans le milieu antivalidiste, pour permettre à chacun de pouvoir aller partout, parce que tous les lieux qui sont pas safe sur ce plan, c'est des lieux que les gens peuvent plus fréquenter. On a aussi les discriminations au travail. Déjà de base, beaucoup de personnes handicapées ne peuvent pas travailler parce qu'elles n'ont pas forcément l'énergie ou la capacité de travailler, et aussi parce que les entreprises ne font rien pour les accepter et les inclure.
Et comme tu disais si bien, le dévalidisme, ça remet en question le productivisme, parce qu'en fait, partie des personnes handicapées ne peuvent pas faire un 35 heures. Parce que t'as pas l'énergie, mais aussi parce que t'as tes rendez-vous médicaux à passer. Tu peux avoir un suivi, par exemple, tu dois aller chez le kiné toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, voire tous les jours. Tu dois passer des scanners, tu dois aller voir tel spécialiste, tel machin. Tu peux pas rentrer ça dans un 35 heures. Ton boulot, il est pas forcément accessible, il est pas forcément compréhensif. Si t'as une maladie chronique et que t'as une crise, tu dois te mettre en arrêt. T'es pas forcément garanti de retrouver ton job après si c'est trop récurrent. Par exemple, t'as un TDAH ou t'es autiste, t'as des difficultés organisationnelles ou sociales. La plupart des jobs ne vont pas être compréhensifs et tu vas même pas forcément pouvoir leur en parler parce que si tu leur en parles, tu vas subir des discriminations. Il y a beaucoup de discrimination à l'embauche où en fait, si tu mentionnes le fait que t'es handicapé, t'es pas sûr qu'on soit rappelé. Il y a des mesures qui permettent d'employer des personnes handi dans certains postes. Il y a des établissements, les ESAT, mais c'est plus de l'exploitation qu'autre chose. C'est de l'exploitation. Voilà. Enfin, ça touche aussi aux questions de l'AH, l'allocation adulte handicapé, aux questions de la RQTH et donc du rôle de la MDPH, où en fait, juste pour obtenir la RQTH, qui est donc reconnaissante en qualité de travailleur handicapé, c'était minimum 4 mois, c'est beaucoup de paperasse. Pour avoir l'AH, tu peux en avoir pour au moins 1 an d'attente. Et c'est des démarches qui sont lourdes, qui sont longues. Je suis au milieu de ces démarches. J'ai l'impression d'être bloquée. Je trouve ça ultra ironique que, par exemple, tu as un TDAH et on te demande de faire des tonnes et des tonnes de paperasse. Tu as de l'anxiété sociale et tu dois passer 10 000 coups de fil parce que tous les psychiatres, tu peux pas prendre rendez-vous en ligne avec eux. Et du coup, tu as des barrières en fait à toutes les étapes. Et pour avoir une reconnaissance qui te permette de travailler en plus, et même si tu arrives à aller au bout des démarches, à demander ta RQTH, à demander ton AH, t'es pas sûr qu'on te l'accorde, parce qu'il faut que ça rentre dans leurs critères, il faut qu'ils déterminent que tu es suffisamment handicapé pour avoir droit à de l'aide financière. C'est par pourcentage, c'est ça ? Il y a ce qu'on appelle un taux d'incapacité avec un barème qui n'est pas toujours appliqué, mais qui de toute façon fait qu'on peut tout à fait être une personne handicapée et n'avoir droit à rien. On peut n'avoir droit qu'à une RQTH. Une RQTH, voire une carte de priorité. Du coup, une RQTH, c'est pas une aide financière, c'est juste une reconnaissance. C'est juste une reconnaissance qui en fait sert aux employeurs parce qu'en fait tous les employeurs qui ont plus de 20 salariés sont soumis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, et s'ils n'ont pas dans leur effectif 6% de travailleurs handicapés, ils doivent payer des pénalités. Donc chaque fois qu'ils embauchent une personne handicapée, chaque fois qu'ils atteignent leur taux de 6%, ils n'ont plus de pénalité. Mais donc ils ont tendance à recruter des personnes uniquement pour ça, sauf exception, et avec la problématique, c'est qu'en fait ils les recrutent, mais ils choisissent toujours les handicaps qui demandent le moins de compensation possible, et surtout ils attendent de leurs salariés qu'ils travaillent comme tous les autres. Voilà. Mais en fait, toute cette problématique, elle commence par l'accès à la scolarité. C'est-à-dire que déjà, quand il y a des handicaps de naissance ou dans l'enfance, la difficulté, c'est que l'école est aussi une école qui est basée sur la compétition et sur l'adaptation de l'enfant au système scolaire et non pas le contraire. Et donc, beaucoup de jeunes sont exclus du milieu scolaire, renvoyés vers des établissements spécialisés dénoncés par l'ONU comme étant des lieux de ségrégation et dont la fermeture est demandée, sachant que le validisme n'est pas forcément intentionnel. Il ne s'agit pas de lutter contre les valides, il s'agit de lutter contre un système de pensée, contre quelque chose qui est complètement ancré dans la société, qui rattache les difficultés d'une personne à sa déficience, alors même que ce qui entrave notre participation à la vie en société, ce sont ni nos déficiences, ni nos incapacités, ni nos différences de fonctionnement, mais bien la manière dont la société elle est construite, organisée, que ce soit sur le plan de l'accessibilité, du bâti, de l'espace public, des transports, mais aussi sur le plan organisationnel, sur la manière dont on communique, la manière dont on apprend. Et pour rebondir sur la question de l'emploi, bon, moi je suis élu, c'est pas un emploi, c'est un statut, mais pour exercer mon mandat d'élu,
la loi a prévu des moyens de compensation pour permettre aux élus finalement d'exercer leur mandat à égalité avec les élus valides. Si ce n'est que ça dépend de la décision du maire, et que quand on est dans l'opposition, on se heurte à une utilisation du validisme pour faire taire une voix opposée. C'est ce que je vis moi à la mairie de Toulouse, avec un maire qui me refuse les aménagements raisonnables consacrés par le droit européen, parce qu'en fait, là aussi, la loi elle est conçue et écrite plus clairement pour les personnes qui ont un handicap moteur, mais pour la partie pour laquelle j'ai plus besoin d'aide, c'est-à-dire par rapport à mon autisme, où j'ai besoin, mon autisme et puis mes difficultés pour écrire, où j'ai besoin d'avoir quelqu'un à qui je puisse dicter toutes mes notes, etc., m'aider à organiser ma pensée, m'aider à me recentrer sur les sujets et m'aider à synthétiser après mon propos, et bien tout ça, je le paye de ma poche. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose qui va aider d'autres personnes autistes ou avec d'autres handicaps à avoir envie de s'engager en politique. Voilà. Mais donc, c'est un système de discrimination qui est basé sur des caractéristiques que devrait présenter un corps et un esprit pour être complètement humain. Et donc, ça nous dénie une partie de notre humanité, du droit à l'égalité. Est-ce qu'on peut peut-être passer sur 10 questions à ne plus poser, c'est-à-dire les questions que tout le monde pose. Là, on va prendre 1 seconde pour répondre à chaque question. Et ces 10 questions-là, maintenant, à partir de maintenant, c'est bon. Il faut qu'on passe à autre chose. C'est censé être acquis pour tout le monde. La première idée que j'avais eue, mais ma mère, par exemple, elle aime beaucoup pousser les fauteuils des gens pour les aider. Et je lui ai dit, il faut arrêter de faire ça. On est d'accord que c'est absolument infantilisant, ou en tout cas... Les fauteuils roulants sont des extensions de nos corps. Est-ce qu'on aurait l'idée de pousser une personne sans lui demander son accord? Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si on a besoin d'aide pour pousser éventuellement un fauteuil, on le demande. Oui. Mais en tout cas, on ne se saisit pas d'un fauteuil comme si... c'est infantilisant et c'est nier notre agentivité, nier notre citoyenneté, notre humanité, notre capacité de décision surtout. Est-ce que vous avez d'autres phrases types que vous entendez peut-être toute la journée? Alors, qu'est-ce que tu as comme courage? Voilà. C'est vrai que régulièrement, on est confronté à des personnes qui nous croisant, et quand le handicap est visible, quand on explique qu'on a un handicap, qu'est-ce que tu as courageux? Non, on n'est pas plus courageux que les autres. Et surtout, ça renvoie à quoi, cette affirmation? C'est, moi, à ta place, je ne supporterais pas de vivre ce que tu vis. Et on peut même entendre des personnes dire, moi, je me flinguerais à ta place. Bon, oui. Alors, il faut quand même se mettre à la place de celui à qui on dit ça. En étant quand même en train de lui dire, parce que c'est vrai qu'on peut penser que ça part d'une bonne intention, de dire, je te plains. Sauf que ça renvoie quoi? Ça renvoie que ta vie, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Or, d'abord, c'est faux. Parce que ce qui pourrit nos vies, c'est essentiellement le validisme, l'exclusion de la société. Après, il y a des choses qui peuvent être difficiles à vivre dans certaines situations de handicap. C'est la douleur, la fatigue. Mais encore une fois, ça aussi, ça peut se compenser partiellement au moins. Et que ce n'est pas en nous renvoyant une image, en nous plaignant que ça va améliorer notre situation. Ce qu'on souhaite, nous, avant tout, c'est qu'on améliore nos conditions de vie. Et nos conditions de vie, c'est pas une question médicale, c'est essentiellement une question sociale, une question sociétale. C'est-à-dire quels moyens on se donne pour que la société elle soit adaptée à tous et pas juste à certains. Un truc qu'on peut entendre, c'est non mais tu peux pas être handicapé. Notamment par exemple quand une personne va se lever de son fauteuil et marcher, et là les gens vont être c'est pas un vrai handicapé, il fait semblant. Mais en fait, on peut être en fauteuil et aussi être capable de marcher. Il y a plein de raisons qui font qu'on peut utiliser un fauteuil. Il y a plein de handicaps qui font qu'on peut utiliser un fauteuil. Et on peut utiliser un fauteuil 20% du temps, 80% du temps, 100% du temps, 100% du temps. De différentes manières. Complètement. Et du coup, mais il y a cette idée que si tu as un fauteuil, c'est que tu ne peux pas marcher. Et donc, si tu te lèves de ton fauteuil, c'est que tu es un menteur en fait. Et en fait, ça revient à l'idée qu'il y a des gens qui font semblant d'être handicapés pour
avoir accès à je ne sais quel bénéfice dans la société. On le saurait si ça rapportait des handicapés. Parce qu'il paraît que c'est compliqué de les récupérer. Donc, Mais je sais pas, apparemment il y a des gens qui arrivent à faire tout ça. En vrai, je me dis, si il y a des gens qui vont batailler pendant 1 an pour avoir une aide de 900 € alors qu'ils sont pas handicapés, je pense que c'est qu'ils en ont besoin. Oui. Donc laissez-leur en fait, genre laissez-leur. Parce qu'en fait, effectivement, dans l'esprit de beaucoup de gens, le fauteuil roulant est réservé aux personnes tétra ou paraplégiques, c'est-à-dire qui n'ont pas l'usage de leurs membres ou de membres inférieurs ou membres supérieurs. Or, au départ, effectivement, c'était le cas, mais ça fait très longtemps que le fauteuil roulant est accordé à des personnes qui ont des maladies invalidantes et pour qui, et c'est mon cas par exemple, pour qui les déplacements quotidiens sont impossibles parce qu'ils sont trop douloureux, trop fatigants, et que avec le fauteuil, je peux faire plein de choses que je ne peux pas faire sans le fauteuil. Et c'est à chacun de déterminer à quel moment il a besoin ou pas du fauteuil. Un truc qui est assez bien fait quand même, c'est que maintenant, dans la plupart des musées, on propose des tabourets portables ou des fauteuils roulants. Et ça c'est cool parce que par exemple pour moi visiter un musée c'est affreux parce que c'est ultra douloureux à cause de mes douleurs chroniques. Piétiner c'est un enfer pour moi donc alors que j'adore la culture mais visiter un musée pour moi c'est juste une source de douleur. Et depuis que je sais qu'il y a des fauteuils roulants et des tabourets portables à disposition, ce que je ne savais pas avant l'année dernière, en fait ça a complètement changé mon expérience parce que maintenant je peux juste demander un fauteuil roulant. D'ailleurs souvent les gens sont formés à ne pas te poser de questions. En tout cas moi je m'a jamais posé de questions, on m'a juste dit tiens prends et du coup maintenant je peux profiter de mon expérience au musée. Je suis pas juste en train de souffrir et à me dire quand est-ce que je peux partir, quand est-ce qu'on a fini, j'en ai trop marre, j'ai mal et ça change la vie. Et puis après il y a aussi que j'entends souvent là quand j'ai fait des lives sur les questions de droit MDPH, le nombre de gens, enfin trop important selon moi, qui ont fait oui mais moi, le voisin, il fait semblant d'être handicapé. Oui, sauf que ils ne savent pas ce que cette personne a, et puis le handicap psychique souvent ne se voit pas. Et puis il y a des personnes qui sont totalement dans l'incapacité de travailler, de mener une vie normale et qui paraissent et qui même parfois dans certains cas, parce qu'ils n'ont pas envie de parler de leur handicap psychique, parce que peut-être ils sont dans le déni aussi de son handicap psychique, vont dire ouais, moi j'abuse du système. On en connaît aussi des gens comme ça. Et en tout cas, je veux dire, quelqu'un qui est en bonne santé, qui est capable qui n'a pas de problème physique ou psychique particulier, j'en connais pas spécialement, qui a envie de se taper 900 € à vie. Voilà, surtout quand on sait les difficultés d'accès à ces droits et la manière dont c'est. Je dis pas qu'il n'y a jamais de fraude, mais je veux dire que ça reste un épiphénomène par rapport au nombre de gens qui se voient privés de leurs droits simplement parce qu'ils n'ont pas su les expliquer, parce qu'ils n'ont pas su les défendre, parce qu'ils ne connaissent pas les textes sur lesquels s'appuyer pour faire valoir leurs droits, et parce qu'il y a une chasse aux pauvres. Et moi qui siège en CDAPH, qui est la commission des droits et de l'autonomie qui est chargée d'accorder des droits aux personnes handicapées, je mesure à quel point des phénomènes de racisme, de ségrégation vis-à-vis des pauvres impactent la manière dont on accorde des droits aux gens. C'est-à-dire que typiquement les personnes CSP+, qui viennent défendre leur dossier, qui ont préparé leur dossier avant, qui ont argumenté, qui ont lu les textes, par rapport à la petite nana racisée qui n'a pas fait d'études et qui va même éventuellement dire oui mais la voisine elle est là de manière maladroite, ces gens-là sont à situation équivalente quand on creuse un peu. Il y en a une qui aura des droits et l'autre pas. Cette chasse aux fraudes, c'est quelque chose qui va juste affecter tout le monde, pas juste les personnes handicapées ou handicapées lourdement, ça affecte tout le monde. Exemple tout simple, quand j'étais petite, j'avais besoin de changer de lunettes tous les 6 mois, parce que ma vue changeait H24. Parce que les assurances voulaient lutter contre les fraudes, ils ont dit à partir d'aujourd'hui, on rembourse qu'une paire de lunettes par an. Alors qu'en plus, quand on regarde les chiffres, la fraude aux aides est assez minime et ça n'a rien à voir avec la fraude fiscale.
qui est à des milliards et des milliards En d'euros. fait, plus les gens sont aisés, plus ils fraudent et plus leur fraude coûte cher. Mais c'est pas ceux-là qui sont les cibles, effectivement, parce que c'est plus facile d'aller contrôler les pauvres et ceux qui savent pas se défendre que d'aller contrôler ceux qui ont des armées d'avocats. Voilà. Et puis parce qu'on est dans un système capitaliste, qui est un système productiviste, qui finalement fait tout ce qu'il peut pour mettre en difficulté ceux qui ont le plus besoin d'aide. Voilà, et c'est tout ce qui est en ce moment la mise à mal du modèle social français qui a commencé il y a de longues années mais qui atteint un niveau inégalé aujourd'hui. Tu disais tout à l'heure, beaucoup de personnes handicapées ne sont pas capables de travailler. Moi je mettrais un bémol à ça. Elles ne sont pas capables de travailler dans le système actuel, dans le système productiviste, avec des transports inaccessibles, des logements inaccessibles, des déplacements inaccessibles, des temps d'adaptation du temps de travail qui n'est pas... Moi, je vois, je fais de la kiné tous les matins, je veux dire, forcément, ça prend du temps. Je fais de la kiné, j'ai des séances d'oxygène, j'ai différentes moyens de t'aider à maintenir mon état de santé et qui sont très chronophages. Par exemple, j'ai un TDAH et du coup, j'ai des difficultés à m'organiser, à juste démarrer des tâches. Et j'en pâtis aussi dans le quotidien. Du coup, je perds du temps aussi là-dessus. Pareil, du coup, j'ai pas les mêmes capacités qu'une personne lambda. Et ça, au travail aussi, j'en pâtis en fait. Et du coup, surtout quand tu cumules, ce qui est le cas de beaucoup de personnes handicapées, en fait, juste tu vas cumuler ton autisme qui va te donner telle difficulté, ton TDAH qui va te donner telle difficulté, ta pathologie qui va te donner telle difficulté. Et le tout combiné, j'ai pris mon exemple, mais il y en a des millions, le tout combiné, juste, t'as beaucoup de choses à faire en plus que d'autres personnes. Et j'ai déjà vu des gens qui parlaient un peu d'une taxe du handicap, du fait que t'as des dépenses à faire en plus que les gens n'ont pas à faire, t'as du temps à dépenser en plus que d'autres gens n'ont pas à dépenser. Du coup, toutes ces difficultés qu'on a en plus, c'est des choses que les autres gens, les personnes valides, n'ont pas à faire. Ils ne mesurent pas en plus, ils ne se rendent pas compte du temps qu'on consacre à tout ça. C'est ça. Et du coup, quand tu vois, nous demander de faire un 35 heures au même titre que tout le monde, alors qu'on a tout ça en plus à faire, c'est un peu indécent en fait. C'est ok, mais en fait, mon 35 heures, c'est pas du tout le même que le tien. Et c'est en prenant compte le fait que je suis blanche et de classe moyenne, bon, je suis queer, mais voilà, genre si j'étais en plus racisée et que je subissais des discriminations tous les jours à cause de ça, que t'es 2 heures de transport en commun quotidien en région parisienne pour aller à ta fac ou pour aller bosser, voilà, c'est les inégalités. Et je crois que certains disent que la lutte des classes résoudra tout. Mais la lutte des classes, elle ne prendra pas en compte les questions de racisme, elle ne prendra pas en compte les questions de sexisme, les questions de genre, les questions d'homophobie. Et par contre, l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Parce que, en fait, ce qu'interroge le handicap, c'est l'injonction darwiniste à la performance, à la productivité qui existe dans le capitalisme néolibéral, où les salariés, finalement, se doivent d'être le plus performants possible, et où finalement, seuls ceux qui sont les plus aptes méritent un travail. La question des classes, c'est aussi un système d'oppression. Et finalement, il faut arriver à faire le combo de tout ça, parce que ce n'est pas des choses qui s'opposent, c'est des choses qui vont ensemble. Mais en général, ceux qui veulent privilégier l'une des classes sur tout le reste, c'est quand même des hommes mâles, blancs, valides. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. L'expérience, c'est assez marrant. Est-ce qu'on peut faire une petite aparté de définition? Parce que on parle beaucoup de TDAH, autisme, donc TSA peut-être les neurodys, c'est ça qu'on appelle ou pas du tout? Neuroatypie. On parle de ça. Et je sais pas, vraiment une minute, c'est quoi exactement Il n'y a pas une définition officielle de la neuroatypie, mais en gros, c'est l'idée que c'est l'ensemble des fonctionnements neurologiques qui sortent de la norme, tant bien qu'il y en ait une. Et du coup, dedans, on parle beaucoup de TDAH et autisme, mais c'est pas les seules neuroatypies. Par exemple, le trouble borderline, les troubles 10, il y en a beaucoup. En fait, le problème, c'est qu'on présente ça comme des troubles, mais ce ne sont pas des troubles, ce sont juste des différences de fonctionnement. Simplement, comme effectivement, ce n'est pas une différence de fonctionnement qui est la plus représentée dans la société, comme on diffère de la norme, on présente ça comme un trouble.
Oui. Mais on est nombreux chez les autistes à dire non, c'est pas des troubles qu'on a, on est simplement différents, simplement vous avez construit la société sur votre modèle de pensée qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas notre modèle de fonctionnement. C'est ce qu'on dit un peu depuis le début, c'est que c'est pas la personne en tant que telle qui a un problème ou un trouble, c'est que la société a été construite en l'incluant pas du tout, et c'est pour ça qu'il y a un handicap qui en découle. Voilà, Ouais, tout à fait. complètement. On demande beaucoup plus d'énergie qu'une personne classique, on use beaucoup plus de cuillères. Ouais. Oui, on n'a pas parlé de la théorie des cuillères. La théorie des cuillères, c'est une théorie que j'aime beaucoup personnellement, qui est en fait une théorie qui permet de représenter l'énergie et l'énergie que tu as quand tu es en situation quand tu es handicapé. Où en gros, on va dire que une personne valide a 25 cuillères. Donc, elle se prépare le matin, elle dépense une cuillère. Elle va au boulot, elle a une réunion le matin, une cuillère. Le repas du midi, une cuillère. L'après-midi, elle taffe un peu, une cuillère. À la fin de la journée, elle a quand même encore genre 15-19 cuillères. Une personne handicapée, malade chronique, neuroa, elle va avoir genre 15 cuillères. Donc déjà moins que la personne valide. Le matin, tu vas te lever, tu vas t'habiller, une cuillère. Tu vas te faire à manger, une cuillère. Tu vas te maquiller, une cuillère. Tu vas prendre le métro ou la voiture ou les transports, 2 cuillères. Tu arrives au boulot, tu dois dire bonjour à tout le monde, une cuillère. Tu fais ta première tâche, une cuillère. Tu prends ta pause, tu dois discuter avec des gens, une cuillère. Donc on est à midi, t'as déjà plus de cuillère. Et sauf que il est midi. T'as encore toutes tes tâches à faire de l'après-midi, du soir, tu dois rentrer chez toi, te faire à manger, etc. Et donc en fait, t'as pas du tout la même quantité de cuillères. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin de plus d'énergie, on dépense plus d'énergie pour accomplir les mêmes tâches. En ayant moins de base. Voilà. C'est ça. Et du coup, c'est des expressions qu'on reprend beaucoup, juste quand on parle entre nous, on va dire bah j'ai plus de cuillères. Ça permet aussi de peut-être pouvoir poser les questions de manière un peu plus détachée, sans s'engager émotionnellement, de dire est-ce que tu as assez de cuillères pour faire ça? Et c'est facile de dire oui ou non plutôt que de dire non, là je suis vraiment trop crevée, ce matin j'ai fait ça. Enfin, là c'est juste j'ai plus de cuillères. Surtout que les mots du quotidien des personnes valides, quand on parle par exemple de fatigue, la fatigue ça n'a pas du tout la même résonance et les mêmes effets chez nous que chez une personne entre guillemets valide. Ouais. Et que donc avoir des mots qui différencient et permettent de poser les choses différemment est important pour nous. On va parler de la capacité à faire la vaisselle, par exemple. On va dire, moi j'ai un TDAH, faire la vaisselle c'est super galère pour moi. Et une personne valide va dire, oh non mais moi aussi j'aime pas faire la vaisselle, ouais non mais c'est complexe et tout. Ah non mais on parle pas de la même chose en fait. Moi j'ai des difficultés sensorielles, toucher la vaisselle c'est affreux, et avant même ça, le fait de penser qu'il faut faire la vaisselle, juste y penser, c'est galère. Me mettre en route pour aller la faire, c'est galère. La faire sans me laisser distraire, c'est galère. Je dois mettre 10 fois plus d'énergie que toi juste pour aller la faire. Et l'expérience de faire la vaisselle, c'est affreux. L'ennui dans un cerveau TDAH, c'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est de la torture. Ça peut être physiquement douloureux. Si tu fais pas ta vaisselle en écoutant de la musique, en écoutant un podcast, machin, mais c'est comme si on te torturait. Donc quand une personne valide me dit non mais moi aussi j'aime pas faire la vaisselle, mais on n'est pas en train de dire la même chose, c'est pas de la torture pour toi. Et d'ailleurs, je réalise qu'on n'a pas énormément parlé de la question de la psychophobie aussi, qui est une autre forme de validisme et qui est très présente dans la société. Et du coup, la psychophobie, en gros, c'est la phobie, mais dans le sens comme homophobie, les discriminations envers les personnes folles. Donc, c'est-à-dire, j'utilise le terme folle parce que c'est le terme qu'elles utilisent elles-mêmes. FOL. Voilà. Et donc, c'est les personnes qui ont des maladies mentales, différents troubles, et souvent elles parlent de troubles elles-mêmes dans ce cas-là. On parlait de la difficulté de l'accès au travail. Mais, par exemple, tu dois aller au travail, mais en fait, tu es en pleine psychose, tu n'as même pas conscience que tu es en psychose, et tu es persuadé que demain c'est la fin du monde, donc tu vas pas aller au travail. Mais ça, tu vas subir de la discrimination au travail parce que tu es en train de vivre ça, alors que c'est pas quelque chose que tu contrôles, c'est pas quelque chose qui est de ta faute, c'est quelque chose que tu vis et que tu subis d'ailleurs. C'est un autre type de handicap pour lequel on va aussi subir des discriminations,
dans toutes les parts de la société, et en plus c'est complexe parce que c'est quelque chose qui est assez invisible et qui est très mal regardé même au sein des communautés handies, parce que en fait c'est tellement représenté comme le mal dans les films. Par exemple, les personnes schizophrènes, elles subissent des quantités de discrimination affreuses à cause de tous les films qui les peignent comme des meurtriers. Elles sont présentées comme des personnes dangereuses, alors que toutes les études montrent que c'est elles qui sont bien plus victimes, et que, en fait, quand elles sont auteurs de violences, c'est aussi parce qu'elles ont souvent été victimes au départ qu'elles deviennent des auteurs. Voilà. Non, il y a un rejet des personnes avec des déficiences mentales qui est majeur dans nos sociétés, où il faut là aussi être dans la norme psychique, quoi. Et c'est aussi souvent des mécanismes de protection, notamment les psychoses ou les délires. Des personnes qui vont être enfermées, entre guillemets, dans un monde imaginaire, en fait, c'est aussi pour se protéger, parce que la réalité est beaucoup plus violente, et du coup, les forcer à en sortir aussi, parce qu'on est dans un truc de... Quand on parle de psychiatrie en France, on essaye souvent de sortir en fait les gens de ces états-là sans penser à est-ce qu'en fait c'est mieux pour eux, et du coup sortir de cet état-là, les ramener à la réalité peut être beaucoup plus violent que d'être dans cet état-là, et du coup peut les amener à tenter de se suicider, parce qu'en fait la réalité est affreuse. Mais on est dans une société qui est très anxiogène et qui donc je veux dire ne peut que renforcer d'éventuelles difficultés psychiques. Et puis la manière dont on traite les choses, c'est-à-dire que le fait d'interner les gens, plus je m'intéresse à ces questions-là, plus je me rends compte que c'est certainement pas la bonne approche, quoi. De dénier aux gens leurs droits et de les enfermer. Il y a des pays où il y a des approches communautaires différentes, où les gens ne sont pas hospitalisés, mais savent qu'ils peuvent faire appel à des pairs des pairs PAIRS, qui soit eux-mêmes ont vécu ces choses-là, et peuvent aider effectivement une personne en moment de crise à en sortir de manière adaptée. Et d'ailleurs, moi je commence actuellement à m'intéresser au mouvement anti-psychiatrie. Je suis pas du tout spécialiste, donc je vais pas essayer à trop le décrire, mais en gros c'est l'idée que le fonctionnement de la psychiatrie actuelle juste est plus malsain et néfaste qu'autre chose, et qu'il faut le remettre en question. Et est-ce que interner des gens c'est vraiment la solution? Et j'encourage tout le monde à se renseigner là-dessus, parce que ça remet vraiment en question beaucoup de choses, et comment on réfléchit le soin en fait en France, et est-ce que c'est vraiment du soin ce qu'on fait quand on interne quelqu'un. En fait, le validisme, ça permet d'interroger la forme de notre société, et pour qu'une société elle soit je veux dire, fraternelle, bienveillante avec tous, elle doit être anti-validiste, elle doit être anticlassiste, elle doit être... voilà. En fait, tous ces ismes, c'est la promotion d'un vrai vivre ensemble, parce qu'on nous tape. Moi, je vois Jean-Luc Moudin qui nous parle de vivre ensemble et tout ça, alors qu'il organise surtout ne vivez pas ensemble, quoi. Voilà. Donc la manière dont le capitalisme a détourné un certain nombre de concepts, alors même que une société où on considère qu'il y a des individus qui valent moins que d'autres, à ce moment-là, on est clair dans cette logique, mais on ne peut pas dire qu'on est tous égaux et que liberté, égalité, fraternité, et de l'autre continuer à ségréguer une partie d'entre nous, ou à les mettre sur des voies de garage, ou à les exclure, ou à les pousser au désespoir. Ça me fait penser à quelque chose que tu avais dit la dernière fois qu'on avait discuté, que en fait la gauche ne peut pas se dire de gauche si elle n'est pas anti-validiste, si elle n'est pas dévalidiste, parce que en fait elle remet pas vraiment en question le statu quo et le système actuel, et en fait elle cherche pas vraiment à le renverser si elle ne prend pas en compte les personnes handicapées. Et c'est vrai qu'on a cette difficulté-là en France, que toutes les organisations qui se réclament de la gauche sont hyper validistes et ne comprennent pas que c'est pourtant un levier formidable pour combattre une société productiviste et donc capitaliste. Et du coup, pour continuer sur ça, on peut peut-être passer à la dernière partie qui est mode d'emploi pour les privilégiés. Donc peut-être à titre individuel déjà, qu'est-ce qu'on attend des personnes privilégiées. Après, peut-être ce qui va être intéressant aussi dans le milieu militant, c'est par exemple on organise un événement. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être réellement inclusif, et peut-être voir la société et qu'est-ce qu'on peut mettre en place assez rapidement ou même sur le long terme. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on est privilégié et qu'est-ce qu'on attend de nous dans la lutte.
Ce qu'on fait quand on est privilégié, c'est qu'on se renseigne, qu'on s'éduque. C'est la première chose à faire, s'éduquer, se renseigner sur la question. Aller écouter des personnes handicapées qui parlent de leur expérience et qui parlent des freins qu'on leur met. C'est la première chose à faire. Est-ce qu'il y a des endroits à conseiller, des sites, des endroits, n'importe quoi Alors, sur les concepts, il y a le CLÉ, qui est ceux qui ont lancé le concept CLHEE. Il y a les dévalideuses qui ont vulgarisé pas mal ces questions-là. Il y a Cléotiste qui fait un travail intéressant aussi. Il y a l'objectif autonomie. Il y a Handi Social, bien sûr. Il y a beaucoup de ressources en ligne aujourd'hui. Et puis pour ceux qui maîtrisent les langues étrangères, alors là, il y a de quoi faire, parce que l'antivalidisme, il existe dans les pays anglo-saxons depuis très longtemps. C'est la France qui est particulièrement en retard. On est très en retard. Ah oui, ok. Sur tous les plans, on est très en retard. Oui, vraiment. Sur la question de l'antivalidisme. Et puis on a une approche aussi qui est de s'ancrer sur la question des déficiences plutôt que de travailler sur qu'est-ce qu'on peut faire pour se dépasser, pour mettre tout le monde à égalité. En France, on est en train de parler de diminuer, le gouvernement est en train de s'attaquer au remboursement des fauteuils roulants. On est même, nous en Handi Social, on a tenté de faire constitutionnaliser le droit à compensation auprès de la Cour de cassation, qui a considéré que non, ce n'était pas une rupture d'égalité de ne pas avoir son fauteuil, sa prothèse ou autre. Ok. Voilà, c'était un jugement d'auto-opportunité plus qu'un jugement de droit. Et aussi le gouvernement commence à s'attaquer aux ALD, aux affections longue durée. Puis on détruit l'hôpital public aussi. Donc, bref, le gouvernement déteste les handis. Mais du coup, pour revenir sur la question des privilégiés, d'ailleurs, tu as mentionné les dévalideuses parce que tu parlais des événements. Les dévalideuses ont des ressources sur comment organiser un événement dévalidiste, sur comment est-ce qu'on fait pour que notre événement soit accessible de différentes manières. Il est super chouette, ce document. Donc c'est sur un site internet, c'est sur les dévalideuses. Dévalideuses.fr, un truc comme ça. Vous allez sur Handi Social, vous cherchez ce qu'on défend et vous allez trouver plein de ressources sur la question de l'antivalidisme. Okay. Voilà. Et après, il y a aussi la question de la protection sanitaire, et pas seulement pour le Covid, parce que certains d'entre nous, une simple grippe ou autre peut aussi avoir des conséquences graves. À Aix-Toulouse, on a une formation sur l'antivalidisme dans les mouvements militants, spécifiquement, notamment militants écologistes. Donc vous pouvez aussi assister à cette formation. Je dis pas ça parce que je l'ai écrite. Et comment du coup on fait pour trouver les dates et s'inscrire? Sur les réseaux sociaux d'Aix-Toulouse. Et d'ailleurs, Odile a donné des conseils et tout pour cette formation. Elle a été adaptée suite au conseil d'Odile. Donc voilà. Et à la base, on a acheté un détecteur de carbone sous les conseils d'Odile aussi. Oui, parce que pour savoir quand est-ce qu'il faut aérer, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un détecteur de CO2. Ça coûte 40 ou 50 euros. Et ça permet de savoir quand il est nécessaire d'aérer une pièce pour renouveler l'air. Ok. Donc les privilégiés, écoutez les non privilégiés, tout simplement. Écoutez, et puis pas seulement écoutez, mettez en place des choses. La responsabilité d'adapter la société, elle doit pas juste reposer sur nos épaules en fait. On doit déjà lutter pour tout, donc aidez-nous un petit peu, mettez en place des choses aussi de votre côté. Quand vous lisez en ligne que c'est bien par exemple de mettre à disposition des bouchons d'oreilles quand vous allez faire beaucoup de bruit, achetez les bouchons d'oreilles et mettez-les à disposition. Attendez pas que la personne qui est hyperacousique dans votre groupe s'en charge. Vous pouvez aussi nous retirer de la charge mentale et faire les choses par vous-même parce que vous êtes des adultes et en plus, comme on l'a vu, vous avez bien plus d'énergie que nous, très souvent. Ok, et du coup, en termes de société et d'instance, il y avait des choses à mettre en place, peut-être déjà rapidement, et à terme, une société idéale. C'est une société où on ne hiérarchise pas les individus, où on ne les juge pas par rapport à leur utilité immédiate en termes de rentabilisation du capital. Et je pense qu'on ferait le gros progrès si on sortait de ce modèle-là. Ok. Et ce qu'on peut mettre en place là maintenant tout de suite, c'est arrêter de détruire l'hôpital public
redonner des fonds à l'hôpital public plutôt qu'en donner à la police. D'ailleurs, on n'a même pas parlé de la police versus les personnes handicapées, qui est un tout autre sujet. Mais déjà, premier truc à faire, redonner de l'argent à l'hôpital public, arrêter d'essayer de tuer la Sécu, arrêter d'essayer de tuer la H et les ALD, et en fait toutes les aides qui vont aux personnes handicapées. Permettre la scolarisation de tous les enfants, sans aucune exception, et fermons enfin tous ces lieux, parce qu'on ne peut pas être anti-validiste et défendre les institutions. Voilà, les lieux de ségrégation n'ont pas lieu d'exister. On a été habitué en France à considérer qu'il y avait certains qui relevaient de certaines institutions. Ça n'est pas fondé ni scientifiquement, ni médicalement, ni à aucun point de vue. C'est juste des choix politiques. Autre chose qu'on peut faire aussi, genre là maintenant tout de suite, c'est que les psychiatres ils se mettent sur Doctolib et ils arrêtent de forcer à ce qu'on les appelle au téléphone. Pareil, la LSF, on devrait tous apprendre à communiquer en LSF quand on est petit. On est petit qu'on apprend le plus facilement. Et d'ailleurs, la MDPH de Toulouse, donc la MDPH qui est la maison des personnes handicapées, a une personne qui parle la LSF et c'est juste un employé qui par hasard parlait la LSF. Ils n'ont pas employé quelqu'un spécifiquement qui parlait la LSF pour l'accueil des personnes sourdes. La maison des personnes en situation de handicap. Enfin, genre, je trouve ça très grave. Là, ils ont trouvé le moyen de produire une application. Alors là, le dernier truc, on a été leur mettre la honte au salon autonomique. Ils ont trouvé le moyen de produire une application sur leur site internet pour aider au remplissage du dossier MDPH, inaccessible aux déficients visuels. Voilà, donc déjà la MDPH arrête d'être validiste. Ouais, Premier truc, peut-être. La MDPH, c'est l'État ? C'est départemental. Ok. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que c'est financé par la CNSA, donc par l'État en quelque sorte, la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, et par les départements, et de plus en plus par les départements, ce qui fait que les départements se servent de cette excuse pour donner de moins en moins et pour limiter l'accès au droit. Et puis peut-être derrière le truc, on arrête de prôner le 35 heures semaine. Genre déjà parce qu'on n'aime pas le capitalisme, mais aussi parce que en fait c'est ok de ne pas faire 35 heures semaine. Genre c'est même mieux pour la santé de tout le monde de ne pas faire 35 heures semaine. Il y a des études qui montrent qu'il faut travailler moins, peu importe son état de santé. Donc aussi ça, les employeurs, écoutez. Bon, après, je pense qu'il faudrait d'abord définir ce qu'on appelle le travail. Oui, mais ça c'est plus long terme. Parce que le travail, l'activité, est-ce que le travail c'est utile ? Ça dépend lequel. Oui. C'est-à-dire que si c'est pour aller produire des pièces d'armement, je ne suis pas sûr que c'est une grande utilité. Que ce soit pour aller faire de la publicité ou vendre des saloperies fabriquées par des mômes à l'autre bout du monde, des emballages inutiles. Est-ce que c'est ça le travail ou pas ? Est-ce que vous avez un sujet sur lequel vous voudrez, dernière chose à dire ? Alors, moi je voudrais insister quand même sur la question de la représentation des personnes handicapées. Je continue à penser que si on ne modifie pas, c'est-à-dire si on ne reprend pas la parole qui nous concerne, rien ne changera. Parce que les intérêts des organisations gestionnaires sont les intérêts d'organisations gestionnaires, ne sont pas les intérêts des personnes handicapées. Et que c'est pour ça qu'il est important que les mouvements antivalidistes et les personnes engagées dans ce mouvement se regroupent pour peser et pour faire que chacun doit pouvoir s'exprimer. Les parents d'enfants handicapés, les gestionnaires de personnes handicapées. Mais par contre, personne ne doit s'exprimer à la place des autres. C'est-à-dire que les gestionnaires doivent s'exprimer en tant que gestionnaires et cesser de parler en prétendant qu'ils défendent nos droits alors qu'ils les vendent. Et moi, je voudrais parler de la question de l'inclusion des personnes handi dans les milieux militants, et notamment les milieux militants écolos. Ouais. Où, en fait, déjà de base, en tout cas de mon expérience, une majorité des personnes militantes sont neurois. J'ai l'impression qu'il y a une concentration quand même assez intense, en tout cas, genre avec Serre Toulouse, grosse majorité de personnes neurois. Et du coup, c'est bien de prendre ça en compte et de les inclure et de mettre en place des choses pour être plus inclusive de ces personnes parce qu'elles sont présentes. Et ensuite, notamment dans les mouvements de désobéissance civile, mettre en place des choses pour que les actions soient accessibles aux personnes handi. Apprendre la LSF, on a eu une super formation pour... on ne pouvait pas apprendre en une journée à parler la LSF.
à signer, mais on nous a appris à comment est-ce qu'on mime au minimum pour pouvoir communiquer avec une personne sourde quand on est en action pour qu'elle puisse participer à une action. D'ailleurs, c'était trop bien. Un énorme merci à la personne qui nous a donné cette formation qui était incroyable. Donc on met en place des choses pour inclure les personnes handicapées sur nos actions parce qu'elles ont tout autant le droit d'être sur les actions que nous, elles ont tout autant que les personnes qui ne le sont pas. Je dis nous parce que je pense aux personnes en fauteuil roulant, mais il y a plein d'autres handicaps. Mais voilà, elles ont tout autant le droit d'être sur des actions et de militer que les personnes non handies, et elles ont aussi le droit de militer sur autre chose que sur le dévalidisme. Genre, elles ont le droit de penser à autre chose, faire autre chose, mais on est toujours renvoyé à ça et toujours renvoyé à notre handicap, et on doit forcément toujours militer en fait pour nos droits, même au sein de nos milieux qui sont censés être plus inclusifs et nous accueillir, et du coup on se retrouve à militer pour le dévalidisme et pour nos droits tout le temps pour nous-mêmes, alors qu'en fait on a aussi le droit de vouloir militer pour d'autres choses parce qu'il y a d'autres sujets qui peuvent nous intéresser. Et puis après, il y a aussi, moi je le vois puisque je suis dans un groupe où il y a pas mal d'écolos, où toutes les solutions sont construites pour un individu mal valide. Notamment déplacez-vous à vélo. Oui, ben moi je suis pas contre le vélo, mais je suis désolé, moi je peux pas en faire. En tout cas, ils n'ont pas inventé un système de vélo qui me soit adapté. Moi je m'intéresse beaucoup à la question du dérèglement climatique. Il y a tout un angle mort de la prévention qui oublie complètement l'impact que va avoir le dérèglement climatique sur les personnes les plus vulnérabilisées. Je pense notamment aux personnes handicapées et âgées qu'on loge en rez-de-chaussée et qui vont être les prochaines victimes des inondations liées à des pluies diluviennes qu'on va avoir dans les prochaines années. C'est la capacité, par exemple, des personnes sous assistance respiratoire. Aux États-Unis, il y a eu pas mal de morts comme ça, de gens qui étaient sous assistance respiratoire, pas d'électricité, plus rien. Voilà. C'est littéralement vital. Ouais. Et peut-être pour conclure, ça me fait penser à une pub que j'ai vue il y a 2 jours, je pense, qui était pour une asso de personnes trisomiques, et je trouvais que la pub était très bien faite parce que c'était simple et impactant, où en fait c'était des personnes qui étaient trisomiques 21 et qui disaient: tu penses que je ne peux pas boire de l'alcool, donc je ne bois pas d'alcool. Elle est super cette vidéo. Elle est trop bien. Tu penses que je ne peux pas faire du sexe, donc je ne fais pas de sexe. Tu penses que je ne peux pas lire, donc je ne peux pas lire. Et en fait, ces croyances font qu'on ne nous donne pas les opportunités d'apprendre, on nous les retire, on nous exclut, on nous empêche de faire les choses, et donc on rend ces idées vraies. On les rend réelles et palpables, alors que de base c'était des idées, mais parce qu'on empêche les gens d'avoir accès à l'éducation et à plein d'endroits en fait, et à plein d'activités, parce qu'on est persuadé qu'elles ne peuvent pas le faire. Et du coup, c'est aussi une forme de validisme. On nous empêche de faire des choses parce qu'on pense qu'on ne peut pas les faire, et du coup, on ne les fait pas. C'est tout le problème de la surprotection qu'il y a vis-à-vis des enfants handicapés et qui est poussée par la société. Par exemple, les mettre dans un établissement spécialisé, ce serait pour leur bien, pour leur éviter la violence de l'école, en oubliant que la violence de l'établissement est encore pire que celle de l'école. Mais elle est cachée, c'est ça l'avantage. Du coup, pour faire une petite conclusion, si vous n'avez plus rien à rajouter. Donc, en tant que personne privilégiée, il faut se renseigner un maximum. Donc, on a les dévalideuses ou Handisocial, tout simplement, qui sont les 2 grands qu'on a sortis. Mais après, il y a plein de ressources en ligne. Des millions. Et j'aimerais remercier la base de Toulouse, donc la base d'action sociale et écologique de Toulouse, qui nous a accueillis aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir et à passer. C'est trop bien, comme droit. Et du coup, on se retrouve le mois prochain pour parler d'une autre lutte, d'une nouvelle lutte militante. Merci à Olivier et Sacha. Merci beaucoup. Et au revoir. Au revoir.